Bienvenue sur Ici Echo. Après avoir fait l'objet d'études approfondies, d'examens, de modifications et de débats entre le gouvernement, le Fonds monétaire international et la Commission des finances et du budget, le Parlement a adopté la loi sur la réforme et la réorganisation des banques conformément aux amendements de la Commission des finances et du budget, à l'exception de l'article 3 qui a été rétabli dans la version élaborée par le gouvernement, ainsi que d'un paragraphe d'un autre article, à savoir l'article 11 modifiant l'article 13 du décret numéro 3056. Durant cet épisode, nous suivons le dossier sur la réforme des banques ainsi que le projet de loi sur la régularisation financière, également connu sous le nom de GAP financier, avec l'ancien ministre de l'économie, le professeur Alain Hakim. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir aussi. Pour commencer, avant tout commentaire, il convient de souligner une réalité fondamentale et très importante. Après des années de discussions, de bras de fer, d'aller-retour, le Parlement a adopté le projet de loi relatif à la réforme et à la restructuration des banques. Il s'agit d'une étape nécessaire et essentielle que nous réclamons depuis le premier jour de la crise systémique que traverse le Liban. Depuis le premier jour, nous réclamons une loi équitable permettant d'organiser et de restructurer le secteur sans pour autant anéantir le secteur bancaire, non pas par amour du secteur bancaire, mais parce que nous sommes convaincus que toute solution à la crise, toute protection de ce qui reste des dépôts, des épargnants, et toute consolidation de la phase de transition préparant une nouvelle relance nécessite un secteur bancaire sain et rétabli. Ce n'est pas en détruisant les banques que les dépôts seront restitués, et ce n'est pas par la liquidation et la réduction à zéro des capitaux que le Liban retrouvera un secteur bancaire capable de servir les déposants et l'économie. Quel est votre premier commentaire, professeur Alain Hakim, sur cette étape, l'adoption de la loi sur la réforme et la restructuration des banques? C'est-à-dire après 7 ans de stagnation politique et de réforme, c'est vrai qu'on peut dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais néanmoins, nous avons déjà perdu 7 ans. 7 ans à ne rien faire, 7 ans à patauger dans une crise économique et financière incroyable. Et malgré tout, aujourd'hui, nous avons un premier pas, disons, ou même un second pas à ce niveau-là. Mais c'est une étape nécessaire, bien entendu, mais pas suffisante. Ah, c'est ça. Donc vous êtes convaincu que le cœur de la résolution de la crise systémique ne réside pas dans cette loi, mais dans la loi de la régulation financière. Nous avons bien entendu, parce que comment bâtir une maison sans connaître les fondations? Comment pénaliser une banque quand on ne connaît pas les pertes de cette banque? Donc il y a bien entendu une certaine logique dans l'approche. Néanmoins, disons que, espérons que les deux lois iront en parallèle. On me dit qu'il y a une rubrique qui stipule ceci. J'espère qu'elle existe et j'espère qu'elle sera suivie. Aujourd'hui, la loi sur la régularisation financière est la plus importante parce qu'elle permet de déterminer la distribution des pertes et en même temps de pouvoir mettre en place un échéancier au niveau des dépôts, donc de la récupération des dépôts. Et en même temps, je le redis plusieurs fois, on l'a dit sur ce plateau plusieurs fois, nous avons besoin de restructurer le secteur bancaire, oui, mais pas de le détruire. Donc on essaie autant que possible, bien entendu. On espère qu'à travers cette loi, on pourra arriver à une reconstruction de ce que nous avons, qui est déjà assez valable, et de pouvoir aboutir à un nouvel objectif financier et bancaire pour la période qui vient. Il faut sauver ce qui peut l'être, recapitaliser les banques viables et permettre à ce secteur de reprendre le poil de la bête, comme on dit, et bien sûr permettre au secteur de redevenir un instrument au service des déposants et de l'économie. Tant que nous ne ferons pas ça, nous ne pourrons pas aboutir. Donc la loi, oui, mais aussi son application. D'où l'importance de l'application dans ce contexte-là. En ce qui concerne la loi sur la restructuration des banques, la première loi avait déjà été adoptée par la Commission des finances en juillet 2025, puis par le Parlement en août 2025. Le gouvernement a ensuite renvoyé ces amendements à 3 reprises, la dernière fois en juin dernier. En effet, il ne s'agit pas de la première version du projet de loi sur la réforme des banques. Nous savons que
ce Parlement avait déjà adopté une loi sur la réforme bancaire avant que le gouvernement ne revienne avec un projet de loi amendé prenant en considération les remarques du FMI. Euh, Quel est le lien entre la restitution des dépôts et le rétablissement de la confiance dans l'économie libanaise et dans le système bancaire? Si vous me permettez d'abord un mot sur la bivalence Mhm, des deux lois. La loi sur la restructuration bancaire est le cadre. La loi sur la régularisation financière mhm, et la mhm, récupération des dépôts, bien entendu, mhm, est le véritable cœur du problème. mhm, Aujourd'hui, donc, on ne peut pas restructurer sérieusement un secteur quand on ne connaît pas vraiment ses pertes. mhm, Qui doit supporter ces pertes? Dans quel ordre et selon quelles règles les déposants seront donc remboursés? Bon, nous devons donc sortir aujourd'hui de ce bricolage législatif et aboutir à des solutions de plus en plus honnêtes, viables. Les pertes doivent être clairement déterminées au niveau de l'État, la responsabilité de l'État, la responsabilité de la Banque du Liban, la responsabilité des banques, et non pas, bien sûr, un fardeau sur le dos des déposants, simplement comme en général on entend souvent ce même leitmotiv qui reprend. La restitution des dépôts est la base même du rétablissement de la confiance. La confiance ne se décrète pas, elle ne s'annonce pas, elle se reconstruit par des étapes, elle se reconstruit par des actions. mhm. Et C'est c'est ce ça. que nous demandons aujourd'hui à travers les différentes lois relatives à ce sujet. Et bien entendu, si nous passons ou nous parlons du FMI, nous trouvons qu'il peut nous apporter une crédibilité internationale, mais qui ne suffira pas à elle seule. Mhm, On a besoin aussi que l'argent du déposant soit respecté, pour que l'État soit respecté, pour que le secteur soit respecté. mhm, La priorité donc doit être, bien entendu, restaurer la confiance et bien entendu mhm. restituer les dépôts. Donc, certes, la confiance internationale, celle du Fonds monétaire international et des institutions internationales, est nécessaire, mais elle ne suffit pas si le déposant et l'investisseur ne s'entendent pas que leurs droits soient protégés et qu'ils soient traités avec sérieux. Car pour permettre la reprise économique, ce secteur a davantage besoin de la confiance des investisseurs et des déposants que de la possibilité d'emprunter à l'étranger. Nous respectons la position et les décisions du FMI, cependant le FMI doit également respecter les procédures en vigueur dans l'élaboration de la législation nationale, notamment lorsqu'il s'agit de textes organisant les compétences et les pouvoirs d'institutions constitutionnelles et administratives libanaises soumises exclusivement au droit libanais. Toute remarque ou proposition émanant d'une partie extérieure doit rester dans le cadre d'un avis consultatif, non contraignant, et ne peut devenir une source d'injonction concernant des choix législatifs liés à l'organisation des pouvoirs et des compétences prévus par le Code de la monnaie et du crédit ou par d'autres lois libanaises en vigueur. Vous êtes d'accord avec cette approche? Il est clair d'abord en premier lieu qu'un investisseur ne reviendra jamais dans un pays simplement parce que le FMI lui a accordé son sceau Mhm, ou lui prête de l'argent. Et il revient lorsque l'État respecte bien sûr mhm, les règles, les institutions fonctionnent, les droits des gens, les droits des entreprises. Bon, bref. Donc si nous prenons au niveau du FMI d'une mhm, manière globale, le Liban a besoin du FMI bien entendu. Néanmoins, euh, avoir besoin du FMI ne signifie pas lui déléguer notre souveraineté législative. Euh, il est partenaire, il est créancier, il est conseiller si on veut, il peut formuler des recommandations, poser des conditions dans le cadre d'un programme de financement, mais les lois libanaises doivent être d'abord respectées, doivent être d'abord élaborées, discutées et votées par les institutions constitutionnelles adéquates. mhm, Donc voilà pourquoi il faut établir une frontière très claire entre mhm. coopération internationale ou tutelle législative. Ah, c'est Et ça. là, bien entendu, la coopération au niveau international, la coopération financière, les aides, on est ouvert à toutes ces options. Mais néanmoins, une tutelle législative est complètement refusée. Le FMI en a déjà eu plusieurs expériences dans ce cas-là. Il s'est modifié, le Fonds monétaire, il s'est modifié avec le temps. Espérons que nous ne retombions pas dans le même cercle vicieux Mhm, de tutelle législative mhm, qui est refusé d'ailleurs au Liban. Et ceci dépend de nous. Parce mhm, qu'en fin de compte, lorsque le FMI ne trouvera pas d'interlocuteur valable, il va devoir lui-même mhm. s'occuper de tout.
Donc le jour où nous avons, et peut-être qu'on va y retourner dessus, un interlocuteur valable ayant des chiffres et sachant qu'est-ce qu'il veut, à ce moment, le FMI peut-être ne demandera pas mieux que de s'en remettre à un partenaire financier. Et c'est ce que l'on recherche, en fin de compte, en finance. Le gouvernement est actuellement appelé à achever la révision de la loi sur la régularisation financière. Mais quel est le coût de ce retard au niveau de ce dossier? Le traitement des dépôts, donc en ce qui concerne le gap financier. À mon avis personnel, la régularisation financière ou le gap financier devait être élaboré et approuvé avant la restructuration des banques. Mais néanmoins, supposons qu'ils vont de pair et soyons positifs à ce niveau. Le coût, en fait, est immense. Et il est payé depuis 7 ans par d'abord le citoyen libanais, l'économie libanaise, le déposant et même l'État lui-même. Donc, en fin de compte, chaque année perdue signifie davantage de destruction de capital. Le temps est lapidaire. Le temps ne permet pas de pouvoir même, se rétablir. Il est question d'aller vite, en fin de compte. C'est une perte de confiance de plus en plus importante. C'est beaucoup plus de pauvreté. Et le plus important, c'est l'incertitude qui entoure ce que nous avons. N'oublions pas qu'aujourd'hui, selon certaines statistiques, nous ne parlons pas de statistiques financières, parlons de statistiques humaines. Le Liban a perdu plus de 700 000 expatriés à l'étranger. C'est énorme. C'est une blessure ouverte qui saigne du matin au soir. Donc là, cette perte-là, il faut donc essayer autant que possible. Et malgré tout, nous continuons à discuter le partage des pertes. Nous continuons à discuter du sexe des anges. Et en même temps, le temps crée lui-même de nouvelles pertes. Et voilà le gros problème aujourd'hui auquel nous faisons face. Il faut arrêter les demi-solutions. Il faut que l'État établisse lui-même les pertes et qu'il puisse établir ses responsabilités vis-à-vis de ceci et de mettre un calendrier crédible de restitution des dépôts le plus tôt possible, même s'il est modeste, mais au moins il aurait l'avantage d'exister. La loi sur la réforme des banques est essentiellement une loi cadre qui fixe les règles et les mécanismes généraux pour réformer la situation des banques et les réorganiser. Ce n'est pas une loi indépendante pouvant être appliquée séparément du traitement du gap financier et de la détermination du sort des dépôts. La loi sur la réforme des banques demeure donc le cadre général, tandis que son application intervient à travers la loi sur la régularisation financière. Pour les déposants, pour le secteur bancaire, pour la Banque centrale et pour l'État, la loi la plus importante est celle de la régularisation financière et le remboursement des dépôts, puisqu'elle va déterminer les responsabilités, leur ordre de priorité, ainsi que les obligations de chacune des parties. Donc, quelle est l'importance du fait que le projet du gouvernement comporte un mécanisme permettant de récupérer les dépôts? C'est très simple. Pour nos auditeurs, il faut simplement prendre en considération, et nos spectateurs bien entendu, que restructurer une banque sans connaître la réalité de ses pertes revient, comme je l'avais déjà dit, à construire une maison sans savoir si ses fondations tiennent encore. C'est ça. C'est le début des choses, donc il faut commencer la charrue avant les bœufs, ou les bœufs avant la charrue, quelqu'un doit décider ceci. La loi sur le gap financier ou la régularisation financière doit déterminer le montant des pertes et comment on récupère ces pertes. Bon. La loi sur la restructuration aussi bancaire doit déterminer quelles banques sont viables. Bon, pour décider quelles sont les banques viables, il faut savoir quelles sont les pertes. Donc encore une fois, je répète, espérons que les deux lois iront de perte. Mon gros souci à ce niveau-là, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que les mêmes personnes qui ont participé à la crise financière, qui ont été la source de cette crise financière et économique, aujourd'hui sont en train de eux-mêmes essayer de trouver des solutions, entre parenthèses, essayer de trouver des solutions à des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, ou tout au moins qu'ils ont laissé créer. Et c'est ça le gros problème au niveau de ce point d'interrogation que l'on se pose à ce niveau-là d'une manière globale. Donc, recapitalisation des banques, si besoin est, restructuration, bref, et déterminer quelles banques sont viables et lesquelles ne le sont pas, qui seront fusionnées d'une manière globale. La logique même de la chose, permettez-moi simplement de relever ceci, c'est l'identification des pertes, définir les responsabilités, protéger les déposants, recapitaliser les banques viables
et en fin de compte restructurer le secteur. En fin de compte, j'ai l'impression que nous commençons par l'inverse. Par l'inverse. Mais enfin, supposons qu'il y a bonne intention. Mais quelle est l'importance que cette loi aussi repose sur des bases, dire, juridiques solides, une approche économique réaliste et une justice sociale équitable? Il est bien entendu que quand nous parlons de confiance, nous parlons de ces 2-3 piliers que vous venez de mentionner. Sans ces 3 piliers, nous ne pouvons pas aboutir à des solutions viables à long terme. Parce que n'oublions pas, ici, nous ne sommes pas en train de mettre une loi qui n'est pas momentanée, supposons. C'est une loi qui va aller pour des années, à long terme, et qui a un but essentiel. Oublions les dépôts, oublions les déposants, oublions le FMI. Restitution de la confiance dans le secteur financier, dans l'économie libanaise d'une manière globale, bien sûr, à travers les banques aussi. Donc l'essentiel est que la loi sur la réforme des banques ne soit pas uniquement liée à la crise actuelle. Elle continuera donc à s'appliquer même après la fin de celle-ci, avec le maintien de l'ensemble de ses dispositions. Restructurer les banques sans avoir tranché la question des pertes revient à tenter de reconstruire un immeuble avant de connaître l'ampleur des dégâts subis par ces fondations. Quelle est l'importance d'accorder au secteur bancaire une véritable possibilité de se recapitaliser? D'abord, c'est la seule solution existante. C'est une condition fondamentale en fait. Mais d'abord, nous devons encore, je reviens au sujet même, reconnaître et connaître la réalité des pertes. Je vais recapitaliser quoi et combien. Bon, au moins savoir combien nous comptons le faire. Ce n'est pas un chiffre politique ou administratif. Elle doit être fondée sur des bilans. Elle doit être fondée sur une approche logique, claire, et refléter la situation financière des banques. Ce qui actuellement est en train d'être mis sur pied, j'espère. Et la majorité des banques aujourd'hui ont un besoin de recapitalisation élevé. Nous parlons d'environ 2,5 milliards de dollars, plus ou moins. Mais avant de demander aux actionnaires ou à de nouveaux investisseurs d'investir et de remettre de l'argent, il faut leur donner une visibilité juridique, comme vous l'avez si bien dit, et financière aussi. Et voilà pourquoi nous comptons sur les lois qui sont en train d'être cuisinées, si nous voulons, pour pouvoir aboutir à ceci. Le lien entre la loi sur la réforme des banques et la loi sur la régularisation financière et le remboursement des dépôts n'est pas simplement un choix législatif. Il constitue le pilier garantissant une restructuration fondée sur des chiffres réels et préservant les droits des déposants. Il n'est pas non plus acceptable de prendre des décisions déterminantes sur la base de bilans qui ne reflètent pas la réalité de la crise. Pas de réforme bancaire avant la loi sur la régularisation financière et la récupération des dépôts. Pourquoi faut-il toujours insister sur le lien entre la loi sur la réforme du secteur bancaire et la loi sur la récupération des dépôts? L'une ne va pas sans l'autre. Elles sont complémentaires. Elles ne sont pas viables l'une sans l'autre, en fin de compte. Encore une fois, c'est les fondements et le bâtiment. Le bâtiment ne va pas sans les fondations ne valent rien sans le bâtiment. Donc il est clair qu'elles vont de pair et qu'il est nécessaire, encore une fois, parce qu'elles permettraient de remettre sur pied la confiance au niveau de Donc vous êtes d'accord en ce qui concerne cette approche, l'importance du lien entre les deux lois. Il s'agit de savoir s'il est possible de restructurer une banque ou d'évaluer sa capacité à poursuivre ses activités sans connaître sa solvabilité, sa capacité de rembourser les dépôts ou au contenu de la loi sur la récupération des dépôts. Justement, nous l'avons spécifié durant un peu plus tôt. Il est clair qu'il est nécessaire de pouvoir savoir quelles sont les pertes, de quoi nous parlons au niveau financier, au niveau bilanciel, pour pouvoir bien entendu aboutir à une solution viable au niveau des banques qui le sont ou celles qui ne le sont pas. Il faut souligner que la loi sur la régularisation financière comprend la détermination du volume des pertes et des engagements, l'ordre de priorité de ces engagements entre l'État, la Banque centrale et les banques, ainsi que l'approche retenue par leur traitement. La loi sur la réforme des banques, quant à cette loi, elle fixe les mécanismes d'application permettant de restructurer, fusionner ou liquider les banques en difficulté sur la base de ce règlement. La loi sur la régulation financière détermine donc l'ampleur des pertes ou bien à la Banque du Liban et dans les banques, ainsi que la manière dont ces pertes seront réparties entre État, Banque centrale et banques.
La loi sur la réforme des banques établit ensuite les mécanismes pratiques de restructuration, de fusion ou de liquidation des banques en difficulté sur la base de ce règlement. Euh, donc, en ce qui concerne aussi l'importance des droits des déposants, le droit, ou bien le Parlement a bien voté cette nouvelle loi. Cette nouvelle loi aussi consacre aussi un droit de recours et de contestation euh, qui constitue un principe international et historique et doit permettre à la banque de se défendre. Quelle est l'importance de ce droit de recours? C'est un principe fondamental de l'état de droit. Hmm, Nous ne pouvons pas le nier. La réforme bancaire, bien sûr, est urgente, hmm, mais l'urgence ne peut jamais hmm, justifier la suppression des droits de défense. mhm, N'oublions pas aussi que les périodes, le temps permis aux banques pour se défendre hmm, est extrêmement hmm, court. Il l'était. Enfin, j'espère qu'il a été modifié. Une banque placée sous régime de tutelle ou de mhm, restructuration ou de liquidation doit mhm, pouvoir contester ceci. C'est une décision qu'elle peut mhm, considérer aussi illégale. mhm. Ce n'est pas une faveur. Personne ne demande de faveur. C'est une garantie institutionnelle qui permet de protéger l'état de droit. Juste pour rappeler que la loi sur la réforme des banques, dans la version adoptée, a confirmé le droit des banques à exercer un recours ou à contester une décision devant les tribunaux à la suite de la décision du Conseil constitutionnel ayant prononcé l'annulation partielle de la loi numéro 23 sur 2025 relatif à la réforme et à la réorganisation des banques au Liban. Dans son analyse, le Conseil a insisté sur la nécessité de permettre à la banque concernée par une décision de la Haute Commission bancaire de former un recours devant la justice, comme cela se pratique dans tous les pays du monde. Donc voilà, c'est donc une décision aussi nécessaire. Bien sûr, c'est une question de Mhm. confiance aussi. Mhm. Le succès ou l'échec du projet dépend réellement de ce qui sera convenu concernant les dettes de l'État envers sa banque centrale et de la manière dont ces dettes seront remboursées. En ce qui concerne en ce qui concerne la loi de la régularisation financière. Vous êtes d'accord? Il est bien entendu que l'État doit assumer sa responsabilité. Mhm, Et le plus tôt possible, après mhm, 7 ans. mhm, Il est déjà trop tard à mon avis, mais néanmoins, il doit le faire. mhm, Et contribuer concrètement à la mhm, restitution des dépôts d'une manière claire, transparente, avec une gouvernance totale. mhm, Sinon, on demande aux banques de résoudre seules un problème qui, par définition, mhm, comme l'a dit d'ailleurs le Fonds monétaire international, est systémique et souverain. mhm. Donc, En ce qui concerne le FMI aussi, quel est le danger de la proposition du FMI consistant à donner la priorité, en premier lieu, au paiement de la dette des euro-obligations, puis, en second lieu, aux dépenses destinées à combler les déficits et les pertes liées à la guerre? soyons clairs, il faut que la question soit abordée d'une manière globale, c'est-à-dire dans le cadre d'une vision qui englobe Mhm, toutes les dettes et les pertes de l'État, et mhm, non pas de segmenter ceci à travers des priorités qui toujours vont mhm, influencer le déposant d'une manière négative. mhm. Il n'est pas possible d'accepter l'exclusion des actionnaires de contrôle de la participation aux augmentations de capital des banques, car cela reviendrait concrètement à les priver de la possibilité de préserver leur participation et leurs droits. Donc, il ne faut pas non plus imposer de conséquences définitives aux actionnaires avant que la loi sur la régularisation financière et la récupération des dépôts ne soient tranchées. De même, le mécanisme adopté ne doit pas faire supporter aux banques saines et solides des charges supplémentaires résultant de la défaillance d'autres banques, ce qui permettrait ou bien porterait atteinte au principe d'égalité et reviendrait à sanctionner la banque saine au lieu de la protéger. Vous êtes d'accord? Complètement, parce qu'en fin de compte, il y a une question aussi, encore une fois, Mmh, de confiance dans mmh, les décisions prises. mmh, mmh, mmh. Donc, mais quelle est l'importance du lien entre le droit des actionnaires à participer à la récapitalisation des banques et une question qui dépasse leur seul intérêt pour toucher à l'intérêt général lié au maintien de la continuité et de l'identité du secteur bancaire? Encore une fois, si on demande aux banques de résoudre seules un problème, Mmh, ceci mmh, est inadéquat et mmh, ne va mener à rien. C'est un problème systémique et souverain, nous l'avons mmh, déjà dit. mmh, On ne peut demander au secteur mmh, bancaire de recapitaliser le système
pendant que l'État lui-même refuse de traiter sérieusement ses propres obligations. Dans le contexte de ce que vous me dites au niveau de la... De ce droit de ce droit, des actionnaires. le déposant ne peut devenir lui-même le créancier de l'État 1. Et ensuite, il y a un droit au niveau des actionnaires de pouvoir recapitaliser les banques. En fin de compte, c'est une question de droit, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui sont les principaux intéressés. Nous parlons de personnes où vraiment il n'y a pas eu peut-être de pénalisation à ce niveau. Leurs banques sont toujours viables. Il est complètement leur droit. Je ne comprends pas qui va recapitaliser si ce n'est eux, à moins que l'objectif soit de changer. C'est ça. Voilà, de changer donc Et même l'identité. L'identité et bien sûr la propriété de ces banques à travers. Donc ici, il y a bien entendu certaines intentions douteuses. Et ça, il faut l'éviter à tout prix quand nous parlons de transparence, quand nous parlons de gouvernance et quand nous parlons de gestion saine. Et à mon avis, il faut mettre un terme à ceci le plus tôt possible. Les actionnaires ont le droit de pouvoir recapitaliser leur banque, bien sûr, dans le cadre de justice, dans le cadre légal, dans le cadre où leurs banques, encore une fois, sont saines. Et bien sûr, leur profil est un profil net et précis. Au Liban, la question ne porte plus uniquement sur le contenu des réformes exigées par le FMI, mais aussi sur la manière dont le FMI traite désormais l'État et ses institutions constitutionnelles, ainsi que sur la manière dont ces institutions répondent à ces exigences. Le problème n'est pas que le FMI demande des réformes, cela fait naturellement une partie de tout programme de financement. Le problème apparaît lorsqu'il passe du statut d'interlocuteur dans les négociations et de conseiller à celui d'acteur intervenant directement dans le débat législatif, tandis que les autorités libanaises, gouvernement et parlement, semblent incapables de tracer une frontière claire entre la coopération avec l'institution internationale et la soumission à ces injonctions. Que veut le FMI et jusqu'où ces conditions qu'il continue d'imposer peuvent-ils conduire le pays, le secteur bancaire et les déposants? Le FMI, soyons clairs, veut d'abord que le Liban puisse mettre en place les réformes nécessaires à la stabilité financière et peut-être un programme de financement aussi, bien entendu. La façon. C'est son rôle, ça c'est un. Le problème, c'est que le FMI est en train d'aller plus loin. Encore une fois, je fais porter la responsabilité à l'interlocuteur libanais, certainement. qui bien entendu est en train, soumission de ces personnes, obéir à des ordres de l'extérieur, division en termes chiffres et calculs et programmes. Donc le problème commence quand le FMI prend la place de ces personnes, de l'interlocuteur, et ne se contente plus de fixer des objectifs, mais va encore plus loin. Le Liban, encore une fois, pour résumer, doit retrouver sa capacité de négociation. Un programme avec le FMI doit être un contrat entre partenaires, pas un processus de soumission. Et voilà, en fin de compte, ce que devrait être cette relation d'une manière générale. Ce qui s'est produit lors de la dernière séance parlementaire constitue un exemple frappant de la manière dont le FMI traite les ministres et les députés. Le ministre des Finances n'a trouvé aucun inconvénient à lire devant les députés de nouvelles instructions qu'il venait de recevoir du FMI afin de les convaincre de voter en faveur des amendements demandés. Il fut un temps que le FMI se définissait comme le prêteur en dernier ressort et comme un conseiller en matière de politique économique. Il semble que cette époque soit révolue. Au Liban, le FMI s'est découvert une nouvelle profession, celle de chef d'un bloc parlementaire non élu. Professeur Hakim, est-il convenable qu'alors que le Parlement débattait sur la loi en ce qui concerne la restructuration des banques, les députés aient été surpris de voir circuler sur leur WhatsApp des messages émanant du chef de mission du FMI leur expliquant comment ils devaient considérer certains amendements précis de la loi? Si c'est vrai, si c'est confirmé, c'est une situation extrêmement préoccupante. Le vote d'une loi libanaise appartient au Parlement libanais. Bien entendu, il peut y avoir des conseillers, il peut y avoir des conseils, il peut y avoir une certaine guidance d'une manière générale d'un point de vue global. Néanmoins, si des députés reçoivent directement des instructions sur la manière de voter certaines modifications ou certaines lois ou certains amendements, nous dépassons clairement le cadre normal d'une relation entre une institution internationale et un État souverain. Et ceci, bien sûr, est refusé.
L'ironie devient encore plus grande lorsque le FMI insiste pour se présenter comme un conseiller neutre. Un conseiller donne des conseils, il ne dirige pas des campagnes et ne distribue pas des messages d'orientation aux députés pendant leur débat parlementaire. En définitive, la responsabilité ne repose pas uniquement sur le FMI. Les institutions internationales testent toujours des limites du pouvoir que leur accordent les interlocuteurs. Et si le Liban a permis, pendant des années, que les négociations se transforment en un processus d'acceptation des conditions, il ne peut aujourd'hui reprocher à l'autre partie d'avoir dépassé les limites. Ce que je peux dire, c'est que toujours entre prêteur et emprunteur, il y a un point essentiel, qui est le respect. Le respect l'un de l'autre. Ouais. Et bon, il faut surtout que le gouvernement comprenne, le gouvernement libanais comprenne qu'il ne négocie pas avec le FMI à partir d'une position de faiblesse permanente. Au contraire, nous avons beaucoup d'actifs, nous avons beaucoup de possibilités, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons vu le taux de croissance durant l'année avant-dernière ou dernière, avant cette dernière guerre désastreuse qui nous a été poussée, dans laquelle nous avons été poussés. Le Liban a besoin du FMI, bien entendu, pour résumer, mais le FMI a aussi besoin d'un partenaire libanais capable de prendre ses responsabilités. Tant que nous ne le faisons pas, encore une fois, je reviens à la question de l'interlocuteur, nous n'arriverons à aucune solution. Nous devons arriver à Washington, à une table de négociation avec des chiffres clairs, avec une vision claire, avec une stratégie libanaise. Une fois que ceci est fait, je ne crois pas que le FMI sera un grand problème à ce niveau. Mais vu l'incapacité des interlocuteurs, vu que les personnes qui sont en place sont les mêmes qui ont eux-mêmes généré cette crise, nous n'arriverons jamais à des solutions viables et durables à long terme. Voilà le problème de base. Professeur Alain Hakim, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.